1 heure et demie. Regardez ces images. Des marins turcs dans le port de Novorossiysk ont filmé ce qu'ils ont décrit comme des scènes d'enfer. Le ciel nocturne illuminé par d'énormes explosions, des systèmes de défense aérienne tirant frénétiquement dans toutes les directions, paniqués. Et puis le silence, suivi d'une boule de feu secondaire si énorme. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qui a été vu à des kilomètres de distance. Pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, nous devons d'abord comprendre ce que Novorossiysk représentait. Non, ce n'était pas juste un port, c'était un symbole. Situé au cœur du Krasnodar, sur la côte de la mer Noire, Novorossiysk était l'endroit où les Russes pensaient être en sécurité. C'était là que l'élite de Moscou passait ses vacances. C'était là que la flotte de la mer Noire s'était réfugiée. Après que Sébastopol, en Crimée occupée, soit devenu impossible à défendre, attaque après attaque de l'Ukraine, le port de Sébastopol est devenu un cimetière de navires de guerre. Alors, la flotte s'est enfuie à Novorossiysk. Il pariait que Ali, loin de la ligne de front et sous la protection des meilleurs systèmes de défense aérienne du monde, serait en sécurité. Et Zanoto Pétrole confondait bon, qui finançait les chars, le pétrole, qui payait les soldats, le terminal pétrolier de Cheskariz, exploité par le monopole d'État Transneft, était le cœur battant de cette opération. Là-bas, d'énormes pétroliers accostaient en jour et nuit, remplissant leurs cales de l'or noir russe. Chaque baril qui en sortait était une pièce pour la guerre, et protégeant tout cela se trouvait la fierté de la défense aérienne russe. 12 lanceurs du système S-400 Triomphe, opérés par le 1537e régiment de missiles anti-aériens de Kouban, puis est venu que la nuit du 13 novembre. Poutine venait de lancer une attaque brutale contre Kiev, des missiles s'abattant sur des bâtiments civils, le genre de terreur qu'il avait infligé à plusieurs reprises aux villes ukrainiennes, croyant que la riposte n'atteindrait jamais le sol russe, les civils. Mais il s'est trompé. Parce que moins de 24 heures plus tard, il a riposte et c'est arrivé. Mais pas comme la plupart l'attendent. D'abord, sont arrivés les drones ukrainiens First Person 1. Bon marché, produits en masse, ils ont commencé à apparaître sur les radars russes. Les opérateurs du S-400 ont vu exactement ce à quoi ils s'attendaient. Un flot de cibles aériennes qui s'approchait. Alors, ils ont fait ce pourquoi ils étaient entraînés. Ils ont allumé leur radar de recherche et d'engagement. Ils ont commencé à tirer des missiles intercepteurs valant des millions de dollars contre des cibles qui ne valaient que quelques milliers. Chaque drone abattu était une victoire. Chaque explosion dans le ciel était une confirmation que le système fonctionnait. Les opérateurs russes ne le savaient pas, mais ils étaient traqués. Ces drones n'éteignaient pas l'attaque, ils étaient l'appât. Pendant que tous les yeux électroniques du S-400 étaient fixés sur les drones, pendant que les lanceurs brûlaient leurs missiles coûteux sur des cibles jetables, pendant que l'attention de chaque opérateur était saturée, essayant de suivre les seins, quelque chose d'autre arrivait, bas, silencieux, mortel. C'était le Neptune, un missile de croisière à longue portée capable d'atteindre des cibles jusqu'à 1000 km de distance. Il peut effectuer des vols à basse altitude. Il est hautement manœuvrable et aussi complètement invisible pour un système de défense qui regardait au mauvais endroit. Eh bien, déjà voisin, Douga, là-bas.
Je vais voler, je vais abattre, regarde-moi faire un nœud. Je vais déjà abattre. Abattre, regarde-moi faire un nœud. Moi, chaque fois que je vois, Bloc comme ça, fais-moi un nœud pour voler, sergent. Le président Zelensky confirmerait plus tard, avec une fierté contenue, qu'il s'agissait de la première utilisation opérationnelle du long Neptune, produit entièrement en Ukraine. Un missile qui place des cibles à 1000 km à l'intérieur de la Russie, à portée de Kiev. Un missile qui a changé la carte stratégique pour toujours. Mais attends. Parce que voici la partie que beaucoup de gens n'ont pas remarquée. Les Neptunes, s'ils ne visaient pas les lanceurs, ce serait une erreur grossière, un gaspillage de munitions, mec. Ils visaient le cerveau. Le radar 92 N6, appelé Gravestone par les militaires de l'OTAN. C'est l'œil du S-400. C'est lui qui éclaire les cibles. C'est lui qui guide les missiles jusqu'à l'impact. Sans lui, les lanceurs restent aveugles. La deuxième cible était le radar 96 N6, connu sous le nom de Cheeseboard. C'est le système d'alerte précoce, la première ligne de détection. Des images satellites du 11 novembre montrent les deux radars intacts. Des images du 15 novembre montrent des débris fumants. L'analyse des sources du service de sécurité d'Ukraine a confirmé que 4 lanceurs S-400 ont été directement détruits. Mais surtout, tout le système a été rendu inopérant. Les 8 lanceurs restants, même physiquement intacts, n'étaient plus que du métal coûteux et inutile, aveugles, sourds, morts. Et puis, avec le bouclier tombé, la deuxième vague est arrivée. Les vidéos que les marins turcs ont enregistrées montrent ce qui s'est passé ensuite. Avec le ciel désormais sans protection, des vagues de drones ukrainiens se sont abattus sur le cœur économique de Novorossiysk. Le terminal Cheskeres a été frappé avec une grande précision. Pas de bombardements aléatoires, des cibles spécifiques, les plateformes de chargement, où les pétroliers accostent, les unités de pompage qui poussent le pétrole à travers les oléoducs. L'infrastructure de tuyauterie qui relie tout, chaque composant critique, méthodiquement détruit. Quelques heures après l'attaque, Transneft a été forcé de publier une déclaration qui a dû être douloureuse à rédiger. Toutes les opérations au port de Novorossiysk sont suspendues. Vous voyez les dégâts. Nous parlons de 20% des exportations maritimes de pétrole de la Russie. Elles étaient à l'arrêt du jour au lendemain. Mais l'attaque ne s'est pas arrêtée au port. Il y a eu une autre explosion, capturée dans plusieurs vidéos. Elle était plus grande et plus violente. Une boule de feu qui n'a cessé de grandir, suivie de détonations secondaires qui ont duré plusieurs minutes. Des sources du renseignement ont confirmé la cible. Unité militaire 52 522. Un immense dépôt de munitions, stockant possiblement des missiles de croisière calibre. Le même type que la Russie utilise pour attaquer les villes ukrainiennes. Mais voici la partie qui compte. Ce dépôt ne se trouvait pas dans une zone militaire isolée. Il était au milieu de quartiers résidentiels, entouré d'écoles, entouré d'immeubles d'habitation. Quand il a explosé, le message est devenu clair pour chaque Russe qui regardait. Son gouvernement ne le protège pas. Il ne te protège pas. Il ne te protège pas. Le gouverneur de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a été contraint de déclarer l'état d'urgence à Novorossiysk. Dans un pays où le récit officiel est strictement contrôlé, où admettre une faiblesse est tabou, cette déclaration était presque une confession forcée. Les services locaux ont perdu le contrôle, rendant la situation chaotique. Les chiffres officiels ont minimisé l'impact. 4 immeubles résidentiels endommagés, 2 maisons particulières, un civil blessé, 3 membres d'équipage d'un navire touchés par des débris.
Mais les chiffres ne reflètent pas la panique. Ils ne saisissent pas le moment où tout a changé. Les marchés ont réagi immédiatement. Le Brent a bondi de 2 à 3% dès que la nouvelle s'est répandue. Non pas que le monde manque de pétrole, mais le marché a compris quelque chose de fondamental. L'infrastructure russe est vulnérable. Si Novorossiysk peut être touché, si le port le plus protégé de la Russie peut être fermé, alors rien n'est en sécurité. Et il y avait une autre victime collatérale. Juste à côté du terminal Tcheskariz se trouve le terminal du consortium de l'oléoduc de la Caspienne, qui transporte du pétrole du Kazakhstan à travers la Russie, qui a également été touché. Il a aussi été fermé. Le Kazakhstan, un allié proche de Moscou, voyait désormais sa propre économie prise en otage par l'incapacité de la Russie à protéger sa propre infrastructure. Maintenant, voici ce que la plupart des analyses ne vous disent pas. Pour comprendre le véritable impact de l'attaque contre Novorossiysk, nous devons regarder quelque chose qui se passait dans l'ombre des mois auparavant. Quelque chose qui a transformé cette attaque d'une victoire tactique en un coup stratégique dévastateur. L'Ukraine n'a pas seulement attaqué Novorossiysk, elle a attaqué tout le système. Tout au long de l'année 2025, des drones ukrainiens avaient mené une campagne méthodique et implacable contre les raffineries russes. Pas les plateformes pétrolières, pas les champs d'extraction, mais les raffineries, les endroits où le pétrole brut est transformé en essence et en diesel, en produits que les gens utilisent réellement. Raffinerie après raffinerie a été touchée. Lukoil, Rosneft, Gazpromneft. Les installations qui maintenaient le marché intérieur russe en fonctionnement ont été systématiquement démantelées. Et puis, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire, quelque chose qu'aucune quantité de propagande du Kremlin ne pouvait cacher. La Russie, le troisième plus grand producteur de pétrole au monde, a commencé à manquer de carburant. Des files d'attente interminables ont envahi les stations-service du pays. Pas à Kiev, mais à Moscou, à Saint-Pétersbourg, au cœur de la Russie. Les agriculteurs du Krasnodar, grenier à blé russe, ne trouvaient pas de diesel pour leurs tracteurs durant la période clé des récoltes. Le Kremlin, désespéré, a complètement interdit les exportations d'essence. C'était une décision inédite. Ils ont renoncé à des milliards de recettes d'exportation, juste pour essayer d'arrêter l'hémorragie interne. Mais cela n'a pas fonctionné. Et c'est ici que l'histoire devient presque impossible à croire. La Russie, qui regorge de pétrole, a commencé à importer du carburant de la Biélorussie, son allié beaucoup plus petit. Rien qu'en septembre, cela représentait 49 000 tonnes d'essence et 33 000 tonnes de diesel. Arrêtez-vous et réfléchissez à cela un instant. La Russie consomme plus de 3 millions de tonnes d'essence par mois. Les importations en provenance de Biélorussie couvraient 1,6% des besoins mensuels du pays. Un pansement pour couvrir une grande blessure. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le 25 septembre, il s'est passé quelque chose digne d'un film. Un train transportant cette essence désespérément nécessaire depuis la Biélorussie pour soulager la pénurie à Moscou circulait sur la ligne ferroviaire reliant Minsk à Smolensk et Moscou, le corridor logistique le plus important entre les deux pays. Le train est entré en collision avec un camion à un simple passage à niveau. 18 wagons-citernes ont déraillé et explosé. La boule de feu a été vue à des kilomètres à la ronde. Des millions de litres d'essence se sont transformés en fumée noire. Tu vois maintenant pourquoi l'attaque à Novorossiysk a été si dévastatrice. Ce n'était pas seulement fermer un port, c'était fermer la dernière soupape de sécurité. L'attaque contre Novorossiysk ne s'est pas produite isolément. Elle a eu lieu exactement au moment où les alliés occidentaux de l'Ukraine lançaient une autre attaque coordonnée. Une attaque juridique. En octobre et novembre 2025, l'Union européenne a lancé son 19e paquet de sanctions. Et la Russie intensifie les attaques, elle augmente les attaques contre les civils, contre les infrastructures civiles.
Et cela signifie que nous devons continuer à soutenir la lutte pour une paix juste et durable. Ce matin, nous avons déjà approuvé le 19e paquet de sanctions. En ciblant la flotte, le secteur bancaire et énergétique de la Russie, 117 navires de la flotte fantôme russe ont été totalement interdits d'accès aux ports européens. Interdits de services d'assurance. Les États-Unis sont allés encore plus loin, avec des sanctions de blocage total contre Rosneft et Lukoil, les deux plus grands producteurs de pétrole de la Russie. Ce sont des sanctions énormes, ce sont vraiment très importantes. Elles visent les deux grandes entreprises d'énergie. Nous espérons qu'elles ne dureront pas trop longtemps. Nous espérons la fin de la guerre. Le Canada a sanctionné 100 navires. Le Japon a réaffirmé le plafonnement des prix sur le pétrole russe. Et savez-vous ce qui est le plus curieux ? Même avant que les sanctions américaines n'entrent officiellement en vigueur, de grands acheteurs ont commencé à reculer, ont commencé à suspendre l'achat de pétrole russe. Mais il y a une autre conséquence, plus sombre et plus personnelle. Le contrat social de Poutine avec le peuple russe était un accord simple. Laissez-moi la politique, et je vous donnerai de l'ordre, de la stabilité et un niveau de vie prévisible. Ce contrat a duré 20 ans. Les gens gardaient bon la tête baissée, ne posaient pas de questions, et en échange, ils avaient de la nourriture sur la table, du carburant dans la voiture, un sentiment de normalité. Mais la crise du carburant a commencé à déchirer ce contrat. Toute cette stabilité s'est évaporée dans des files d'attente interminables. L'ordre a été détruit par la colère des automobilistes, se battant pour du carburant. Ce mode de vie prévisible a disparu. Et puis est venu Novorossiysk, la ville intouchable, le refuge de l'élite, transformée en zone de guerre du jour au lendemain. Le gouverneur a dû déclarer l'état d'urgence. Les immeubles résidentiels ont été endommagés. Des explosions ont illuminé le ciel où des familles dormaient. Le message ne pourrait pas être plus clair. La guerre est arrivée à la maison, et le Kremlin sait ce que cela signifie. Chaque attaque en profondeur sur le territoire russe force la Russie à détourner des unités précieuses du front pour protéger des installations stratégiques. À l'arrière, raffineries, dépôts de munitions, bases aériennes, des centaines de cibles réparties sur des milliers de kilomètres. Maintenant, arrête-toi pour réfléchir. Novorossiysk, le port le plus protégé de Russie, sous le parapluie des meilleurs systèmes de défense aérienne du monde, entouré de militaires, considéré comme intouchable. Si cet endroit peut être réduit en cendres en une seule nuit, alors qu'est-ce qui est en sécurité ? La vérité, c'est qu'il n'y a plus d'arrière sécurisé. La guerre, eh bien, elle est rentrée à la maison. Maintenant, je veux connaître ton avis. Penses-tu que cette stratégie de l'Ukraine aura suffisamment d'impact pour que la Russie recule ? Donne ton avis en commentaire, je veux connaître ton opinion. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre ce qui se passe vraiment, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de voir ça. Et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses. À la prochaine.